Donc aujourd'hui, je me rends au Best Western à Montréal parce que M. Bernier va faire une conférence de presse pour présenter les candidats qu'il a pour la région de Montréal. J'ai plusieurs questions pour lui, dont le fait qu'il a été refusé pour les 2 débats des chefs qui s'en viennent. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il pense à ce sujet. Donc, regardez qu'est-ce qu'il a à me dire. Bonjour tout le monde, bienvenue. Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter quelques-uns de nos candidats, puisque vous savez peut-être, on a déjà sur 78 candidats au Québec, 68 candidats d'approuvés. Et je tiens à vous dire que nous allons avoir des candidats dans tous les comtés au Québec. Et en ce qui concerne le Canada, on a déjà 318 candidats d'approuvés partout à travers le pays. Donc, on a plus de candidats approuvés maintenant que le NPD, que le Parti vert. Et je tiens à remercier l'équipe qui ont travaillé très fort et nos candidats. Avant de commencer, j'aimerais laisser la parole à nos candidats pour qu'ils se nomment et se présentent par rapport à leur comté pour que chacun puisse les connaître. C'est la plupart des candidats de la région de Montréal. Au moment où on se parle, dans la région de Montréal, on a des candidats dans tous les comtés. Maintenant, on va commencer par ici, allez-y. Monsieur Aubé, Thérèse de Blainville, fier de représenter la circonscription de Thérèse de Blainville. Merci. Mathieu Couture, Laval-les-Îles. Merci beaucoup, Maxime, là, pour cette chance. Merci. Jeff Benoît, Chaligui-Lacolle. Richard Evanco, Laurentide-Labelle, deuxième campagne pour M. Maxime Bernier. David Freiheit, l'avocat devenu YouTuber pour le riding de Notre-Dame-de-Grâce et Westmount. Michael Patterson, candidat pour Dorval, la Chine-LaSalle. Oh. Daniel Tremblay, candidat pour le comté de Laurier-Sainte-Marie. Julie Saint-Gelais pour le comté de Repentigny. Michel Walsh, LaSalle et Mort-Vernon. Pierre-François Dollar. Gregory Bono, Philippe Sonore. Piloton d'Esclin, la Pointe de l'Île. Kian Ravenshid, Rivière-du-Nord. Ruth Fontaine de la Prairie. Akia Lassie, Lac-Saint-Louis. Lucilia Miranda, je suis candidate à Honoré-Mercier. Michel Lavoie, Bourassa. Louis Léger, Marc-Aurèle Fortin, à Laval. Sylvain Parizeau, Saint-Hyacinthe-Laudotte. Manon Chevalier, Antique-Cartierville. Maxime Bernier-Beauce. Merci bien. Et aujourd'hui, je vais lire l'annonce d'aujourd'hui. Comme vous le savez, on a une plateforme électorale qui traite de tous les sujets et c'est la même plateforme électorale que de l'élection de 2019 et on l'a seulement mise à jour. Et là, j'aimerais vous parler de l'état des finances publiques et de la position du Parti populaire. Les finances publiques du Canada sont dans un état désastreux. Sous les libéraux de Trudeau, les dépenses, les déficits et la dette nationale explosent. Justin Trudeau a exploité la crise de la COVID pour créer toute une série de nouveaux programmes coûteux et augmenter en permanence la taille de l'État. En 2020-2021, les libéraux ont enregistré un déficit de 354 milliards de dollars et la dette nette du Canada a dépassé 1 billion de dollars pour la première fois. Tous les autres partis ont soutenu la dépense massive des libéraux et aucun d'entre eux ne s'est engagé à réduire la taille de l'État. Ces décisions sont complètement et totalement irresponsables. Lorsqu'une récession frappera ou les taux d'intérêt augmenteront, le gouvernement fédéral se trouvera dans une situation financière très précaire et pourrait perdre le contrôle de ses finances publiques. Au lieu d'acheter des votes avec de l'argent emprunté, un gouvernement responsable devrait réduire les dépenses, équilibrer le budget le plus rapidement possible, puis baisser les impôts de manière prudente afin de remettre de l'argent dans les poches des contribuables. Un gouvernement du Parti populaire éliminera progressivement tous les programmes de dépenses liés à la COVID, annulera les nouveaux programmes annoncés par le gouvernement Trudeau, éliminera le déficit avant la fin d'un premier mandat
en faisant preuve de prudence budgétaire et en comprimant les dépenses. Et il réduira l'impôt sur les revenus des particuliers, l'impôt des entreprises et la taxe sur les gains en capital, une fois le déficit éliminé, dans la mesure où la marge de manœuvre budgétaire le permettra. Donc, le message principal à retenir aujourd'hui, c'est que nous, on ne fait pas comme les libéraux ou le Parti conservateur. On n'essaie pas d'acheter des votes avec de l'argent emprunté qui est irresponsable et fait en sorte que les générations futures vont devoir payer des années pour ces déficits et cette dette qui est à des niveaux jamais atteints depuis la fondation du Canada. Et donc, on va équilibrer le budget en un mandat, contrairement à Trudeau et O'Toole, qui ne parlent pas d'équilibrer le budget, mais qui continuent à dépenser et promettre des dépenses qu'on ne peut se permettre, et ça dans le but d'acheter des votes. Nous, on ne joue pas à cette partie-là. On est responsable et on dit aux Canadiens, bien, on va en premier lieu équilibrer le budget et en deuxième lieu, avec les surplus, baisser les taxes et les impôts de tous les Canadiens. Donc, j'aimerais en profiter pour souligner que les médias nationaux ne sont pas là aujourd'hui et malgré le fait que le Parti populaire a, comme je l'ai dit au début, plus de 328 candidats, plus que le NPD, plus que les Verts, malgré que le Parti populaire est plus élevé dans les sondages présentement que le Parti vert. Aujourd'hui, au moment où on se parle, un sondage public nous donne 6 %. C'est très dommage que le cartel des médias traditionnels et le cartel des politiciens ont peur du Parti populaire et de débattre de ses idées. Mais je peux vous dire que nous allons débattre avec les Canadiens tout au long de cette campagne électorale-là. Merci et bonne journée. Donc, aujourd'hui, je suis avec M. Bernier et David Freit. Donc, M. Bernier, récemment, on a su que vous avez été exclu du débat qui s'en vient, des débats des chefs, les deux débats, en fait. Est-ce que vous avez un plan d'action pour contrer le tout? Quelle est votre position? Comment vous réagissez-vous? Premièrement, c'est très décevant qu'on ait été exclu parce que je regarde la méthodologie qui a été utilisée en ce qui concerne certains sondages. Un sondage Ipsos qui nous pointait à 0,7 %. Dans le temps où ils ont dit qu'ils prenaient des sondages de 10 jours, 5 jours avant les élections, 5 jours après, ils ont regardé les sondages. Dans ce laps de temps-là, il y a eu 12 sondages. La commission en a choisi 9, pardon. Et dans les 9, la commission a choisi un sondage qui nous donne à 0,7 %. C'est complètement ridicule parce qu'à la dernière campagne électorale, on a eu un score d'1,6 %. Donc, ça a été arrangé. On ne voulait pas que le Parti populaire participe au débat parce que notre message est populaire. Et plus les gens vont écouter et entendre le Parti populaire, bien plus on va avoir d'appui. Et ça, c'est le cartel des médias avec les autres partis politiques qui, ensemble, excluent le Parti populaire des débats pour nous empêcher d'avoir une voix parce qu'ils savent que si on est présent dans les débats, on va être capable de convaincre les gens parce qu'on fait de la politique autrement, basée sur des principes, on dit la réalité et on n'essaie pas d'acheter des votes avec de l'argent qu'on n'a pas, que les contribuables n'ont pas, que le gouvernement n'a pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer de parler de nos politiques et surtout de toute la question de COVID et de le vaccin, le passeport vaccinal qui va être obligatoire au Canada dans quelques semaines. Je pense que plusieurs Canadiens qui se sont fait vacciner et d'autres qui ont décidé de ne pas se faire vacciner, ils devraient être libres de pouvoir voyager à travers le pays sans qu'on leur impose un passeport vaccinal. Et ce message-là porte, et je pense que c'est ça que les médias nationaux et les autres partis politiques qui partagent tous le même point de vue par rapport au passeport vaccinal. Les conservateurs, le NPD, le Bloc québécois, les libéraux veulent nous imposer un passeport vaccinal et je pense que ça va être une question importante lors de la prochaine campagne électorale. C'est la question que les gens devraient se poser avant d'aller voter. Est-ce que vous voulez vivre dans un pays comme on a vécu en 2020 et cette année ou vous voulez revenir à la vraie normale en 2019 et regagner nos libertés? C'est la vraie bataille et les médias nationaux et les autres partis ne veulent pas de concurrence sur le terrain des idées et ne veulent pas entendre notre point de vue. Laisse-moi juste réfléchir. Oh, OK. Benjamin Disraeli disait quelque chose. Il y a 3 types de mensonges, des sacrés mensonges et des statistiques.
quand on voit la méthodologie de le Leaders Debates Commission pour en arriver à la conclusion d'exclure Maxime, on peut voir que c'était peut-être une conclusion à laquelle on voulait y arriver, puis on a trouvé une façon, en choisissant 9 sondages, en excluant d'autres sondages parce que ça ne suivait pas la bonne méthodologie. Exclure un chef d'un parti fédéral qui représente une partie avec des candidats dans presque chacun des districts électoraux au Canada, c'est fondamentalement non démocratique. Les gens le savent, ceux qui le savent le comprennent, puis la raison pour laquelle ils veulent exclure Maxime du débat, c'est parce qu'ils ont peur que peut-être son message, le message de la partie, va résonner avec les Canadiens. Puis la meilleure façon d'exclure quelqu'un, de supprimer leur message, c'est de les ignorer pour par la suite les diaboliser. Et c'est exactement ce que les médias nationaux font. Mais heureusement, il y a certains médias qui portent le message, qui communiquent le message aux Canadiens. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, d'après moi, la Parti populaire augmente en popularité. C'est parce qu'on réussit quand même à rejoindre les Canadiens, nonobstant l'exclusion totale des médias nationaux. Effectivement, parce que dernièrement, on a su que pas mal tous les partis allaient être au débat, même le Parti vert et le Parti québécois, tandis que le Parti québécois représente seulement vraiment les Québécois. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Bien, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une exclure parce qu'ils ne veulent pas avoir de vrai débat. Ça va être une conversation entre des gens qui partagent le même point de vue sur plusieurs sujets. Il n'y aura pas de vrai débat et c'est décevant pour la population canadienne parce qu'elle n'aura pas l'opportunité de connaître la plateforme du Parti populaire. Il y a beaucoup de désinformation en ce qui concerne notre parti. C'eût été une occasion unique pour nous de rejoindre d'autres Canadiens, mais on va se concentrer sur les médias sociaux, sur les médias alternatifs, les médias indépendants, parce que maintenant, on s'aperçoit que les médias traditionnels nationaux ont été achetés par le gouvernement. Trudeau a dépensé 600 millions de dollars pour acheter les médias, 1 milliard de dollars à Radio-Canada. Ces médias-là savent qu'on va couper ces fonds-là parce qu'on veut que les médias soient indépendants. Mais pour nous, je crois que cette décision-là, elle est inéquitable et injuste. Mais la campagne est très courte. On va se concentrer sur notre message et de faire en sorte de rencontrer plus de gens. Et on va être dans les médias sociaux et avec les médias alternatifs pour pouvoir faire la promotion de notre message et, j'espère, aller chercher plus de Canadiens qui vont appuyer le Parti populaire. Tout ce que j'ai à dire, c'est que Rebel Media rejoint plus de Canadiens que le CBC. Puis ce qui est ironique, c'est un peu comme le Streisand Effect, comme on dit sur YouTube. Quand on ignore quelqu'un ou quand certains joueurs dans l'industrie ignorent quelqu'un, ça donne de la légitimité à leurs idées. Ça veut dire que les gens ont peur de les exposer aux Canadiens. Puis le plus que le CBC puis les autres médias ignorent la Parti populaire du Canada, plus ça va leur légitime avec les Canadiens qui ont un esprit ouvert, puis Rebel Media qui rejoint plus de Canadiens que le CBC, notre message va quand même ressortir. Puis les Canadiens vont comprendre pour la première fois qu'il y a vraiment un parti d'opposition légitime. Il n'y a aucune parti opposition qui sera sur le stage qui fera partie du débat. C'est juste des politiciens qui partagent les mêmes opinions sur les questions fondamentales, passeport vaccinal, taxe carbone, toutes les questions, ils sont d'accord juste à un certain degré. Puis quand on voit Jagmeet Singh, le chef du nouveau Parti démocratique, the New Democratic Party, qui défend l'idée c'est légitime d'exclure le chef d'un parti fédéral du débat, parce qu'on n'aime pas son message, mais quand même ça, c'est une vision bizarre de la démocratie. Je dirais, c'est pas nouveau démocratie, c'est ancien, puis c'est pas de la démocratie de tout, c'est quelque chose d'autre. Et surtout qu'il y a une chose qui, en ce moment, inquiète beaucoup les gens, c'est le domaine de la santé. Les travailleurs de la santé qui ne voulaient pas se faire vacciner, maintenant qui ont eu l'obligation du vaccin. Beaucoup de grèves est à voir. Combien qu'on peut se permettre de perdre d'infirmiers, d'infirmières, de travailleurs de la santé sans que notre système de santé s'effondre? C'est la même chose, la santé, les employés de l'État canadien aussi. M. Trudeau leur dit qu'ils vont être obligés d'avoir le vaccin. Sinon, il a dit qu'il y aura des conséquences. Donc, il veut punir les travailleurs fédéraux qui ont décidé librement de ne pas se faire vacciner, qui est leur choix personnel de les punir. Moi, je dis à M. Trudeau,
Le 20 septembre prochain, la population va vous punir, M. Trudeau, parce que vous brimez, vous violez nos droits et libertés, et les Canadiens commencent à en avoir marre de votre dictature, parce que c'est une dictature. Lorsqu'on oblige les gens à dévoiler leur dossier médical, un dossier médical, c'est privé, qu'on les oblige à se faire vacciner pour garder leur emploi, c'est contre la Charte, c'est contre nos droits et libertés. Et les féministes disaient il y a quelques années, mon corps, mon choix. Bien, le même slogan est bon aussi aujourd'hui. Mon corps, mon choix, et les employés de l'État et tous les Canadiens devraient être capables de choisir de se faire vacciner ou pas, sans conséquence. Quand je disais que le média ignore et diabolise, il prétend qu'être contre le passeport vaccinal, c'est être contre les vaccins, ce qui est une distinction à la fois malhonnête et mal fondée. Être contre le passeport vaccinal, ce n'est pas être contre le vaccin du tout. Mais les médias, ils ignorent la partie populaire pour par la suite dire qu'ils sont anti-vaccins, ce qui n'est pas le cas. Il y a, je sais pas, je pense que c'était 6 mois, Justin Trudeau disait, dans un moment peut-être d'honnêteté sincère, il y a des Canadiens avec des raisons médicaux, des croyances religieuses, des allergies, des raisons légitimes pour ne pas prendre le vaccin, des croyances spirituelles. Pour 6 mois plus tard, il y a quelques jours, dire si vous ne faites pas vacciner, c'est votre choix. Mais vous pensez pas que vous allez monter sur un avion ou un train ou un autobus. Combien ça change dans 6 mois? Il y a 6 mois, il disait des raisons légitimes, médicales, religieuses, et maintenant il dit oubliez ça. J'ai goûté un peu le pouvoir et j'aime la façon dont ça goûte. Maintenant, prenez le vaccin ou vous serez exclu totalement de la société. Vous allez perdre votre emploi. Vous serez privé de le voyage public. À moins que, selon lui, il va créer des trains, des autobus et des avions uniquement pour une deuxième classe de citoyens. Ce qui est, encore une fois, pas canadien, pas juste, inconstitutionnel et surtout immoral. Et aussi, pour en revenir avec les conservateurs cette fois-ci, on sait très bien que les conservateurs ont fait une campagne de publicité pour acheter beaucoup les Québécois émotionnellement également et a promis de payer 40% du troisième lien s'il était élu. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Ben, premièrement, c'est irresponsable. Ils disent qu'ils vont payer 40% d'une facture, qu'ils ne savent pas le coût de la facture. Donc, c'est le dossier à Québec, le troisième lien. Nous, on dit c'est un dossier régional et on devrait respecter la Constitution. Ça devrait être payé par le gouvernement provincial ou municipal. Monsieur O'Toole fait ça pour acheter les votes. Regardez, à Montréal, il parlait à la dernière campagne électorale de peut-être mettre un payage sur le pont Champlain. Là, il n'en parle plus parce qu'il n'y a pas de vote à acheter à Montréal. Il n'y a aucun siège qui peut gagner à Montréal. Donc, il vient dans la région de Québec. Il essaie de plaire aux Québécois. Mais les Québécois ne sont pas dupes. Les Québécois ne se laisseront pas acheter par une promesse comme ça qui, finalement, c'est seulement que des paroles en l'air. Des paroles en l'air pour essayer de plaire à des gens en prenant les Québécois comme étant un peu stupides. Mais moi, je les prends et on fait de la politique basée sur l'intelligence des gens. Et je pense que les Québécois sont assez intelligents qu'ils ne se laisseront pas acheter. Et la deuxième des choses, bien, nous, on dit aux Québécois, c'est injuste de taxer les gens de Vancouver pour prendre leurs taxes et après ça, payer une infrastructure locale dans une municipalité. Et vice-versa est injuste aussi. Pourquoi on taxerait les Québécois pour aller financer une infrastructure au Manitoba qui est de nature locale? La Constitution est bien faite. Nous, ce programme d'infrastructure, de financement d'infrastructures provinciales ou locales, on va l'abolir et le fédéral va seulement financer les programmes d'infrastructure nationale. C'est ce qu'on devrait faire. Mais là, on utilise ce programme-là pour acheter des votes et plaire à tout le monde. Le meilleur gouvernement, c'est le gouvernement qui est près des gens. Le gouvernement du Québec ou la Ville de Québec savent mieux à Ottawa qu'est-ce qui est bon pour eux. Et s'ils veulent avoir un troisième lien, bien, libre à eux de le financer. Il n'y a pas grand-chose qui distingue entre les conservateurs et les libéraux, sauf peut-être la preuve d'un manque d'éthique et de corruption de l'administration de Justin Trudeau. Mais peut-être ça, c'est juste parce que Erin O'Toole n'était pas en pouvoir depuis 2015. Il n'y a pas grand-chose qui les distingue. Puis c'est du, comme on dit en anglais, du pandering pur et simple. Comment trouver des votes en disant n'importe quoi si on pense qu'en disant n'importe quoi, ça va chercher des votes. Si ce n'était pas pour les double standards, certains politiciens n'auraient jamais eu des standards pour débuter. C'est une tradition infidèle de « if they didn't have double standards, they would have no standards at all », some politicians. Puis, comme je dis, il n'y a rien
très peu de choses qui distinguent entre les conservateurs et les libéraux. Ils sont pour les lockdowns, mais peut-être les conservateurs sont pour des lockdowns moins graves. Ils sont pour les passeports vaccinaux. On voit ce que O'Toole puis la partie conservateur a fait avec leur candidat au Yukon pour lui punir pour ses opinions sur le passeport vaccinal. Il n'y a rien qui les distingue. Et comme je disais sur les médias sociaux, je ne pense pas que c'est le Parti populaire qui divise le vote avec les conservateurs. Rendu à ce stade-ci, je pense que c'est que les conservateurs qui divisent le vote avec les libéraux parce qu'il n'y a rien qui les distingue au niveau pratique. Et pensez-vous que M. Justin Trudeau, justement, une de ses tactiques a été de prolonger la PCU chez les Québécois quand on voit que les business sont tous en train de fermer parce qu'ils sont en manque d'employés, puisqu'on voit à tous les jours qu'il y a les domaines crient parce qu'ils n'ont plus d'employés. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, premièrement, ça a été pour acheter des votes. Regardez, les personnes âgées ont reçu un chèque de 500 $ 2 jours avant l'élection. C'est généreux, mais c'est de l'argent qu'on n'a pas. Et pour la PCU, bien, on la prolonge jusqu'à la fin des élections. Mais les gens ne seront pas dupes. Et c'est pour ça que le message du Parti populaire porte, parce qu'on dit les vraies choses. Et je pense que les gens apprécient ça. Le Parti libéral, le Parti conservateur, le NPD, c'est du pareil au même. On prend les gens pour des stupides et on leur dit qu'on leur promet la lune. Puis après ça, lorsqu'on est élu, on fait le contraire. Nous, on dit la vérité en campagne électorale, durant la campagne électorale, avant la campagne électorale et après. Et on va toujours faire de la politique comme ça parce que c'est la seule façon de gagner la confiance des gens et de changer pour de vrai les réformes qu'on doit faire à Ottawa. Si on n'en parle pas, on n'aura pas le mandat de faire ces réformes-là. Et nous, on va avoir le mandat de faire des réformes parce qu'on en parle depuis 2019 de ces politiques-là sur plusieurs sujets. L'immigration aussi, ça va être important d'avoir un débat sur les seuils d'immigration. On dit qu'il faut arrêter l'immigration de masse, avoir 150 000 immigrants par année et non pas 400 000. On croit à un système d'immigration qui va être en lien avec la prospérité économique du Canada. Les autres partis sont toujours pour plus et plus d'immigrants. Et il y a des conséquences à ça. Et il faut des conséquences majeures sur le prix du logement dans les grands centres urbains. Il y a plus d'immigrants qui viennent ici. Les gens vont dans les grands centres urbains. Ça crée une pression sur le prix des logements. Donc, il faut faire en sorte, oui, d'être accueillant, mais de s'assurer que les gens qui viennent ici partagent les valeurs québécoises et canadiennes, l'égalité devant la loi, l'égalité des femmes et des hommes, les valeurs de la société occidentale. Et ça, on ne veut pas faire ce débat-là. Mais nous, on le fait au Parti populaire parce que c'est trop important pour le futur de notre pays. Effectivement, parce qu'avec ce qui s'est arrivé en Afghanistan, là, on ouvrirait notre pays à une immigration de masse afghane. Quelle est votre position par rapport à ça? Bien, écoutez, premièrement, on doit aider les gens qui nous ont aidés, oui. Je parle des traducteurs et tout ça, mais je pense pas qu'il y en ait 20 000 personnes qui ont vraiment aidé directement le Canada, là. Il devrait aussi y avoir d'autres pays qui doivent aider. Pourquoi c'est toujours le Canada? Moi, je dis oui, mais je pense que le nombre est élevé. On aurait dû demander à d'autres pays de faire leur part aussi. C'est toujours le Canada qui est obligé de faire sa part. Et il y a d'autres pays, si on leur a demandé, je suis sûr qu'ils auraient accueilli aussi des réfugiés afghans. Mais on doit aider les gens qui nous ont aidés lorsqu'on était là-bas en Afghanistan, effectivement. Non, absolument d'accord. Il faut aider les gens qui nous ont aidés. Mais au niveau de l'immigration en général, une autre chose que les médias font pour diaboliser la Parti populaire, c'est pour dire qu'ils sont anti-immigrants, ils sont racistes parce qu'ils veulent avoir des limites raisonnables à l'immigration. Un jugement d'ailleurs qui présuppose une ethnicité des immigrants et qui présuppose aussi une ethnicité des Canadiens. Le fait qu'on veut limiter à un certain degré, avoir de l'immigration responsable, c'est pour protéger les Canadiens. Puis les Canadiens ne sont pas tous blancs. En fait, il y a des Canadiens ethniques qu'on veut protéger aussi. Puis quand on parle d'une immigration qui est peut-être insoutenable, en même temps que notre population indigène manque de l'eau potable, souffre des troubles sociaux sérieux, puis on les ignore depuis des années, sauf jusqu'à temps que ça devienne temps pour les élections, puis là, Justin Trudeau trouve du temps pour prendre des belles photos cyniques pour exploiter la tragédie des écoles résidentielles. Des bons parents, si on veut faire l'analogie avec le gouvernement, ils vont s'assurer qu'ils peuvent soutenir leurs enfants existants avant de parler d'agrandir la famille. Puis c'est exactement ce qu'il faut faire au Canada. On ignore une démographique de notre population et de prétendre que de vouloir limiter l'immigration est raciste et anti-immigrant, ça présuppose que les Canadiens
qu'on veut protéger sont tous blanches et une ethnicité homogène, ce qui n'est pas le cas. Et je dirais d'ailleurs c'est une présupposition problématique dès le départ. Mais en ce qui concerne l'immigration, il faut que ça soit responsable. En ce qui concerne l'État en Afghanistan, oui, aider les gens qui nous ont aidés. Mais premièrement, avant tout cela, j'aimerais bien que Marc Garneau confirme combien de Canadiens sont coincés présentement en Afghanistan parce que je l'ai tweeté peut-être 5 fois cette semaine. Il m'ignore comme certains d'autres m'ignorent. Mais la question se pose, est-ce qu'on sait combien de Canadiens sont présentement pris en Afghanistan qui veulent revenir au Canada? Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai pu avoir une belle entrevue avec M. Bernier et également David Frey, qui est le nouveau candidat pour le Parti populaire du Canada dans le district Notre-Dame-de-Grâce ici à Montréal. Surprenamment, j'étais le seul média à couvrir la conférence de presse, puisque nous savons, les médias mainstream essayent de donner le moins de visibilité possible à M. Bernier, et également le fait qu'il a été refusé de prendre part au débat des chefs. Mais ce dernier ne se laisse pas vaincu. Il va revenir pour essayer de hausser dans les statistiques et de pouvoir prendre part à ce débat. Donc, c'était Alexa pour Urban News. Donc, les élections sont commencées et si vous voulez tout savoir sur les élections à venir et sur chaque leader, s'il vous plaît, rendez-vous sur realreporter.ca. Vous allez être au courant des dernières nouvelles qui se passent avec les élections. Et si vous voulez nous faire un don pour nous aider à couvrir nos dépenses pour les voyages, pour continuer à vous rapporter l'autre côté de l'histoire, s'il vous plaît, faites-le à realreporter.ca.